On y va. Allez, Shabbat Tov U'Mevorach. Alors, à la demande d'abord de certaines personnes et surtout, vu la gravité du sujet, quand on fréquente un peu la jeunesse de nos jours, ça nous arrive pratiquement tous les jours, alors on a décidé d'essayer de travailler ce sujet-là de l'éducation et l'adolescence. La dernière fois, on a déjà travaillé un peu le sujet. On a expliqué un peu que l'éducation en hébreu s'appelait Chinour. Et on avait ramené le Rav Hirsch qui disait que Chinour, c'est ramener plusieurs endroits, plusieurs choses pour une personne comme pour un endroit, pour une personne comme pour un Beth Amikdash, comme pour... c'est amener la chose à son but optimal. D'accord? C'est ça le Chinour. El Yehudo Rouhani, vers son but optimal au niveau spirituel et ce qui a été prévu pour lui déjà depuis sa création. C'est ça un peu Chanukah Tabayit, Chinour, toujours le même sujet. Donc c'est ce qu'on va essayer aussi d'expliquer lorsqu'on va essayer de comprendre un peu ce phénomène qui est l'adolescence, si c'est un phénomène, ce qu'on va essayer aussi d'analyser et comment nous on peut essayer d'approcher l'affaire avec un minimum de dégâts et peut-être même les aider. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de quel âge on parle? On parle à peu près de l'âge de 11 ans, des fois, ça peut être très tôt, de l'âge de 11 ans, d'accord? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Des fois, ça peut commencer un peu plus tard et traîner un peu plus après, d'accord? Il faut prévenir le mari ou la femme quand ça traîne un peu, comme ça, d'accord? Au moins, il sait à quoi s'attendre. Et des fois, ça peut même, si ça n'a pas eu lieu, ça peut tout d'un coup exploser même plus tard. Donc, le meilleur âge, on ne le choisit pas toujours, mais c'est quand même entre 11 ans et 18 ans, au maximum, ça s'arrête vers 20 ans. C'est à peu près de ces âges-là dont on va parler. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde chez nous dans le Lashon HaKodesh, qu'on appelle aujourd'hui ivrit, mais la langue simple de l'hébreu, on retrouve que par rapport au passage d'une personne avec son âge, alors par rapport à ça, il a un nouveau nom. Par exemple, on appelle un petit bébé, on l'appelle Tinok. Tinok, pourquoi? Parce qu'il est yonek, d'accord? Il est en train de téter chez sa mère, il a encore besoin, il dépend beaucoup de sa maman au niveau de sa nourriture. On appelle ça yonek, Tinok, et il grandit comme ça jusqu'à qu'il arrive au nom de Yeled. Yeled, c'est encore, pourquoi Yeled? Parce qu'il vient d'être nolad, il n'y a pas longtemps qu'il est né. Donc on lui garde encore ce nom de Yeled. Et il grandit avec cet âge-là, avec ce nom de Yeled, enfant, et jusqu'à qu'il arrive au nom de Nahar. C'est là où les choses se gâtent un petit peu. Nahar, c'est le jeune. Nahara, c'est une jeune. Mais Nahar aussi, ça vient du mot les Naher. Naher, en hébreu, ça veut dire secouer. C'est le moment où il essaie de secouer, quoi? Ou mitnaher, il secoue un peu tout ce qu'on a pu lui apprendre jusqu'à présent, tout ce qu'il a accumulé. On va tout remettre à plat et tout essayer de revoir. C'est ça qui s'appelle un peu Nahar. Il y a aussi un autre nom qu'on donne à quelqu'un de jeune. On l'appelle Bachour ou bien Bachoura. Pourquoi? Ça vient de la chaîne Bocher. À partir d'un moment où il a réussi à enlever de lui un peu tout ce qu'il a accumulé, il veut commencer à choisir les choses. D'accord? Maintenant, c'est lui qui va essayer de choisir. Et ça va aller jusqu'à... Il va rester Bachour et Nahar, Bachoura et Nahara. Et ça va continuer jusqu'à qu'il grandisse, jusqu'à qu'il arrive à l'âge où maintenant il va devenir Gever ou Giveret. On va dire ce qu'ils ont été mis de Gaber. Ça veut dire qu'ils ont réussi à maîtriser ce Yetzerara ou ce Yetzeratov ou toute cette envie de contradiction, tout ce qu'on va essayer d'énumérer ce soir. Plus tard, quand ils se marient ou elles se marient, on les appelle Ish. Pourquoi? Parce qu'il a affaire maintenant à une Isha. Isha, parce qu'elle est avec un mari qui s'appelle Ish. Donc c'est le couple qui commence à s'appeler comme ça, Ish et Isha. Et après, bon, c'est connu qu'il y a le Yud chez l'homme et le He chez la femme. D'accord? Tous les discours que vous avez dû entendre dans tous les Shabachot, Baruch Hashem, à longueur de journée, je ne vais pas le refaire. Ça, c'est Ish et Isha. Plus tard, quand il commence à avoir un enfant, Bezrat Hashem, alors, lui il s'appelle Av, et elle s'appelle M, Abba, en plus long, et Ima, en un peu plus long aussi. Mais en fait, on les appelle Av va M. C'est intéressant à voir que c'est la seule langue où si vous faites, c'est pas trop notre habitude d'utiliser ce genre de choses, mais c'est quand même intéressant de le voir. Av plus M, d'accord? Quand vous faites Av, c'est combien? C'est 3, Hadak, c'est pas très compliqué. Et M, c'est 41, plus 3, alors
on arrive à 44 ren, et quand vous faites Yeled, c'est exactement ça. Vous ferez le calcul à la maison, quand vous faites Yeled, c'est aussi Gematria 44. C'est la seule langue où le Av plus M donne Yeled. Donc on voit que dans le Lashon HaKodesh, également, on suit la personne par rapport à son nom, et on va donner à chacun une appellation qui va suivre son état. Plus tard, il arrive à être ce qu'on appelle Zaken ou Zkena, ça arrive aussi. Et c'est pas un problème de devenir tout d'un coup ce qu'on appelle Zaken vieux ou Zkena vieille. C'est une personne, on appelle ça chez nous Zekana. Kana, c'est à la fin Kinyan. Il a acquis quelque chose, donc il a avancé un peu dans sa façon d'être. Il a acquis des connaissances, il a acquis l'expérience. Elle a acquis l'expérience avec sa vie. Et donc maintenant, elle a la possibilité aussi de donner des conseils et de savoir exactement quoi éviter. Sa vie lui a donné, et son expérience lui a donné une certaine sagesse. Parce que on a dit, c'est quoi Zaken, un vieux, Zekana Chochma, celui qui a acquis de la sagesse. Donc on voit que les choses avancent par rapport à sa façon d'être et par rapport à l'état des choses. Maintenant, quand on va essayer de parler de l'adolescence, alors, déjà, on peut remarquer que, déjà de nos jours, les enfants sont ils grandissent déjà très très vite, d'accord? Il y a quelques années, je me rappelle, moi, il n'y a pas si longtemps, des fois, tu arrivais à une bar mitzvah, d'accord? Tu voyais un petit enfant, tu dis, il est où ton grand frère pour la bar mitzvah? Il te dit, non, c'est moi, donc il faut lui faire, d'accord? Tu te la bite d'un coup, alors que, de nos jours, au Hachem, presque tu te demandes qui est le papa, qui est le bachour, parce qu'ils grandissent, d'accord? Il y en a qui disent, d'après ce que j'ai pu entendre et voir, il y en a qui disent que c'est à cause de la nourriture, qui est un peu plus riche, je sais pas, peut-être, c'est pour pas dire d'Afka que c'est l'environnement, d'accord? Ça, on en est loin. Mais il y en a qui disent que c'est la nourriture qui est un peu plus riche, qui fait que les enfants sont un peu plus grands et un peu plus, corporellement, ils font beaucoup plus matures qu'à l'époque. Ça, c'est déjà à ce niveau-là. Mais même au niveau de l'intelligence, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont ouverts à plein de choses, ils posent plein de questions. D'accord? Moi, de mon temps, je posais 2-3 questions à mon père, il savait pas, en général, il savait, au Hachem, mais après, Mais de nos jours, tu te poses des questions les enfants, ils te dérangent un petit peu, ok? Ils sont déjà... Vous regardez rien que vous achetez un appareil, n'importe quel appareil électronique ou électrique, et vous n'avez même pas ouvert le sac, vous avez essayé de regarder, mais comment ça marche ce truc-là, mais où on a appuyé le truc. Lui, il a déjà mis le numéro de son frère, il sait déjà comment on fait, comment on arrive à... D'accord? Tu n'as même pas commencé à ouvrir la notice dans le bon sens et trouver la langue française, parce qu'il y a 80 langues avant que tu arrives à la bonne langue. Mais déjà, lui, il sait déjà comment ça fonctionne. D'accord? Parce qu'apparemment, ils ont cet esprit déjà ouvert et déjà très, très, très à l'écoute des choses. Ils sont un peu... Cette approche, c'est bien, c'est quand vous regardez, c'est assez incroyable. D'accord? Vous regardez, ils savent déjà rentrer sur Internet, faire des choses, des programmes, des trucs incroyables. Mon fils, il m'a expliqué plusieurs fois comment en arriver. Lui-même, il a réussi à rentrer dans le programme, je lui ai permis, je vous rassure, pour mettre son empreinte digitale dans mon portable, alors que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Il m'a montré, ouais, si, tu fais comme ça et ça marche. Et les enfants, vous voyez, ils manient les appareils. Même nous, on a honte de le faire ça devant eux, parce qu'ils vont voir qu'on n'est pas au courant, on va voir qu'on ne sait pas comment le gérer, ce truc-là. Donc, ils sont très au courant et ça marche. Ils vont très vite avec les choses. On a l'impression que dans cette génération, Bémet, ils ont une certaine intelligence, et ils posent beaucoup de questions. Ils sont toujours en train d'essayer de demander, d'accord, pourquoi Bémet, c'est-à-dire, on raconte une fois, il y a un fils, il est parti voir son père. Il lui a dit, pourquoi le vent, machin, et tout. Le père, il dit, je sais pas exactement. Après, il dit, mais pourquoi la lune, de temps en temps, elle est grande, après, elle est jaune, et il dit, je sais pas, l'atmosphère, quelque chose. Il pose une autre question, ils sont pas, il dit, je sais pas. Il dit, papa, ça te dérange pas, je pose des questions. Il lui fait, mais non, si tu poses pas de questions, comment tu vas savoir? C'est la même barma qui fait ça, qu'il faut qu'il répond pas. Il y a, même dans le Kodesh, quand vous regardez, même dans le Kodesh, quand ils apprennent quelque chose, d'accord, j'espère que ça vous arrive, quand ils viennent poser des questions, tu as l'impression que tu vas y arriver facile. Moi, une fois, mon fils est venu me poser une question, c'est en chumash. Il dit, ça va, large, on va essayer avec un Rashi, ça va, si en CM1, on va réussir. Il me pose une question, et j'avais oublié complètement qu'il y avait un Rashi comme ça, avec tout un calcul, avec les âges de Yitzhak, l'âge de Abraham, alors que si Sarah, elle est morte à cet âge-là, et j'avais oublié. Je lui dis, non, sans chumash, je te réponds. Il commence à me rentrer dans le calcul, et j'arrivais pas à m'en sortir. Je fais, bon, amène-moi le chumash. Et je commence à regarder, je dis, c'est bon, ben, on passe à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Il me pose une deuxième. Je regarde, il me dit, bon papa, je vais aller jouer. Quand tu as la réponse, tu me dis, je fais c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, Béhémet, ils sont ils sont éveillés. Il attend, dis-moi, regarde, j'ai envoyé la réponse à la question à l'orave. Donc ça veut dire que les enfants, ils sont éveillés, et ils nous posent des questions, et ils sont là. Kachazé, ça veut dire de nos jours, les enfants, ils sont déjà éveillés. Mais alors quand ils arrivent à un certain âge, alors ils ont du mal.
Qu'est-ce qui est exactement le problème de tout ce qu'on appelle tellement l'histoire de cette adolescence? C'est quoi? C'est qu'à un moment, ils sont déjà mûrs au niveau de leur sechel, de leur intellect. Ils sont déjà mûrs, ils commencent à comprendre pas mal de choses. Ils sont également, on a dit tout à l'heure, après la bar mitzvah, Baruch Hashem, ils grandissent, ils sont déjà, même corporellement, ils sont déjà... Et pourtant, au niveau du nefesh, de l'âme, du sentiment, c'est pas encore ça. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'intellect, leur corps, et le nefesh qui est l'âme. Dans l'âme, ils sont encore un peu enfantins. Ils ont du mal à quitter cet âge-là. Donc, c'est l'écart entre les deux, ce vide entre le fait qu'ils ont grandi corporellement, qu'ils ont compris plein de choses au niveau de l'intellect, ils ont fait énormément de... Et l'écart avec le nefesh, qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire l'âme, cet écart-là, ça fait un vide qu'il va falloir, ou que nous, on va devoir combler, ou qu'eux vont combler avec une révolte des adolescents. D'accord? Tout ce mal-être-là, parce qu'ils n'arrivent pas exactement... On aime bien les appeler toi, t'es encore un bébé, t'es un enfant. Alors que non, tu vois bien que non, parce qu'il pose des bonnes questions et des bons trucs. Et d'un autre côté, tu as envie de lui dire qu'il est adulte, mais tu vois qu'il fait des grosses bêtises, il a encore des idées bizarres. Aller jouer avec des Legos ou des trucs. Donc tu te dis, mais où il en est? D'accord? Tu n'arrives pas à bien comprendre toi-même où il en est. Et il y a un vide entre les deux qu'à toi d'essayer de combler. C'est un peu ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Alors ce qu'il va falloir essayer, c'est de baisser cette différence et cet écart qu'il y a entre eux. Quand on regarde, on peut se rendre compte qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de problèmes avec les adolescents. Toute cette crise, ce mal-être, toute cette révolte qu'on appelle dans tous les journaux et dans tous les des adolescents, il y avait beaucoup moins. Une cinquantaine, soixantaine d'années, je n'étais pas là, mais vous verrez qu'il y en avait beaucoup moins quand vous vous renseignez. Et même, il y a à peine une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, il y en avait aussi beaucoup moins. Comment ça se fait qu'à l'époque, il n'y avait pas ça? Et de nos jours, c'est complètement fou. Le gosse, il se couche à 2 heures, il se lève à midi et demi, il a des horaires complètement incompréhensibles. Et on va voir qu'il y a plein de choses qui se contredisent chez lui. Donc, comment ça se fait qu'il y a ces crises de nos jours, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas autant? Alors, quand on regarde un petit peu, déjà, on voit qu'à l'époque, on donnait beaucoup plus de responsabilités à l'enfant. Même un enfant petit, il a vu une responsabilité. On lui donnait des responsabilités. Moi, ça m'est déjà arrivé en Israël quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais arrivé dans une macolette et c'était un tout petit enfant qui tenait toute la macolette. Il disait, voilà, tiens la monnaie, ensuite, machin. Toute une macolette. Et rien, tu ne pouvais pas gratter un truc. Toi, sors de ton sac, il y a un biselet en plus. Il gérait toute l'histoire. Et tu vois un petit enfant qui, s'il se met debout, il n'arrive même pas à la caisse. Mais là, assis sur sa chaise, il gérait la macolette, mais alors sans aucun problème. À l'époque, on donnait beaucoup plus de responsabilité à l'enfant. Donc il grandit responsable. Et donc ça avance, ça marche. Je me rappelle, j'avais 10 ans, je crois, ou même pas, même beaucoup plus jeune. Pourquoi je dis ça? Parce que même très souvent, elles sous-estiment les enfants. C'est pour ça qu'on ne veut pas leur donner ces responsabilités. Mais moi, je me rappelle même à l'âge de... Je ne sais plus, j'avais peut-être 10 ans, 9 ans. J'avais vu qu'à l'école, il faut le dire à personne, il y avait une poignée d'une armoire qui était un peu pas en forme. Je l'avais enlevé, j'ai vu qu'à la maison elle marchait, je l'ai remis chez nous à la maison dans la cuisine, d'accord? Il n'y a aucun... C'est-à-dire, des fois de nos jours, on ne voit même pas qui touche l'enfant, ne touche pas à ça, fais attention à ça, non c'est pas la peine, ne touche pas à ça. Alors que peut-être qu'il peut lui se débrouiller, donne-lui des responsabilités. Et tu vas voir qu'il peut lui s'en sortir. Tu as un enfant, il a envie de faire la vaisselle. Alors laisse-le faire la vaisselle, peut-être qu'il va y arriver. Non, tu es en grande panique, il va casser tous les verres, machin, ça coûte cher, et ton père il va hurler, de toute façon tu es maladroit comme ton père, ça va pas... Donc les mains, essaye, peut-être que ça peut arriver, on peut y arriver. De nos jours, on donne beaucoup moins de responsabilités. À l'époque, il y avait beaucoup plus cette confiance-là qui existait. Je me rappelle, Bémet, j'avais 12 ans, même pas, j'avais 11 ans, et ma mère, on venait d'aménager près de Gambetta, là-bas et tout, elle m'avait expliqué exactement, quand tu reviens à l'école, tu prends une demi-heure après, il y a encore une autre à prendre, tu les prends, et tu les amènes à la maison. Tu prends le bus 60, tu traverses ici, Elle dit, si je me trompe, elle fait, si tu te trompes, tu demandes à quelqu'un à la rue que je t'ai écrit sur la rue, qui va te retrouver. Et moi, toute la route, d'avoir peur de me tromper, je me suis trompé, Baruch Hashem. J'avais peur, je vais me tromper, je ne vais pas descendre à la bonne station, je descendu un peu trop tard, et en fin de compte, voilà, on s'est planté, et on a, Bassof, Makara. J'ai demandé à quelqu'un qui m'a indiqué, on y arrive. C'est pas grave de donner une responsabilité à quelqu'un. De nos jours, on a peur, j'ai vu à la télé qu'on enlève des enfants, et qu'on va les trucs. On est complètement avec des peurs et avec des angoisses dans la tête, qui font qu'on a énormément
de mal à donner de responsabilité à l'enfant. Tu as peur qu'il touche. Moi, j'ai déjà vu des cousins à moi, ils pouvaient percer un truc et ils ont arrangé. J'ai même un beau-frère qui m'a raconté qu'il avait démonté tout un truc d'un aspirateur, qu'il avait transformé en bateau, je sais pas, d'accord, avec un moteur. Je sais pas ce qu'il a fait, bébé, un truc de fou. Je sais pas comment il a fait avec le moteur du truc. Et à l'époque, les gens, ils n'avaient pas peur. Ils avaient une petite mallette à outils, d'accord, avec certains trucs. Même les filles, elles avaient une responsabilité d'aller faire des choses, d'aller chercher, d'aller loin, faire des courses si besoin. Vous voyez, même aujourd'hui, à Jérusalem, vous voyez des fois des filles qui ont quoi, 11 ans, 10 ans, c'est pas toujours très très prudent, mais ouais, même moi je suis touché par cette angoisse. Mais en fin de compte, vous les voyez en train d'aller chercher la petite, chez la métapélette, chez le truc, après amener le trogan et organiser le sandwich de l'une, de l'un. Il y a plus de responsabilités. Plus tu lui donnes, plus il commence à prendre conscience que lui-même il peut faire des choses. Et le passage entre cet âge enfant, qu'il a beaucoup chéri, qu'il aime tellement, et le passage adulte, duquel il rêve depuis toujours, ce vide entre les deux, tu peux le combler avec ses responsabilités. Et quand tu le combles avec ses responsabilités sans avoir trop d'angoisse, en fin de compte, tu arrives à combler ce mal-être où l'enfant ne sait pas où se situer. Mais ça peut beaucoup aider l'enfant à essayer d'avancer et savoir où il va. Le fait d'avoir peur à chaque fois de lui donner des choses, alors ça ne l'aide pas à grandir. Deuxième chose qu'il faut bien savoir, c'est que lorsqu'on parle de cette crise de l'adolescence, d'accord, alors très souvent, on est certain que ça doit arriver. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas obligé que ça arrive. Il y a des enfants qui peuvent grandir sans crise d'adolescence. D'accord? Chaque fois qu'on voit un enfant qui arrive vers l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, on est en panique. Ça y est, il fait la tête. Chérie, ça y est, c'est la crise d'adolescence. Je suis certain que ça y est, c'est comme ça, mère, je sais très bien comment ça fonctionne. Peut-être que non. Ça, il y a un passouk dans Iov, il dit Bacher Yagorti Ayali. Tout ce que si tu as trop peur de certaines choses, alors ça va t'arriver. D'accord? Tu as peur, ça va arriver, c'est la crise et tout. Et mon fils, tu es en crise d'adolescence, tu as envie de lui poser la question. Bah putain, laisse-le, peut-être qu'il a rien. Peut-être qu'il est en train, il fait la tête parce que quelqu'un à l'école. Le fait d'avoir trop peur des choses, à la fin, tu vas créer. Tu demandes, tu es en crise, ça y est, crise d'adolescence, ça y est, c'est celle-là. Et tu arrives à toi-même l'angoisser. Il y a l'autre que les choses n'arrivent pas. Et lui, il va peut-être passer à côté, l'encorrection d'avar. Toujours, ça me rappelle un petit peu. C'est quand on a un premier enfant. Alors on achète tous les livres là. J'attends un enfant. Ouais, ou là les autres là, Pernod ou je sais plus qui. Sans faire de pub. Alors quand tu commences tu regardes chaque âge. Là, normalement, un truc, il grandit. Alors après, quand j'élève mon enfant, il a un truc, là, il doit avoir les dents. Oh là, il n'a pas de dents. Chérie, il n'a pas les dents. Tu crois qu'il va jamais avoir des dents? Mais d'accord, après tu regardes une autre page. Là, normalement, il doit se retourner sur le lit. Pourquoi il ne se retourne pas? Oh là là, il faut aller chez le pédiatre. Ton regard, quand tu suis ce truc-là, tu es en grosse angoisse. Peut-être qu'il va jamais se retourner, peut-être qu'il n'entend pas. Je crois qu'il n'entend pas. Regarde, quand je crie à côté, il ne se ressort pas vraiment tout de suite. Donc quand tu lis les trucs, tu regardes le modèle, tu es en folie. Après, ça c'est que le premier enfant. Après le quatrième, on jette le truc. Je veux pas ni qu'il parle, ni qu'il crie. Je veux qu'il me laisse faire la sieste tranquille. Je veux plus qu'il a des dents. Je veux plus l'entendre. Les ma'aseh, ça veut dire que nous, quand on entend tellement parler de certaines choses, on est toute la journée tellement préoccupé par tout ce qu'on nous raconte, qu'à la fin, on est certain que les choses doivent arriver. Et à force de se penser, on réagit d'une certaine manière. Et à force de réagir d'une certaine manière, on va l'amener cette crise. C'est-à-dire, si tu es certain tout le temps qu'elle va venir, et tu n'arrêtes pas de prévenir ton fils, de toute façon tu vas la voir, je sais très bien, la crise d'adolescence est connue, c'est ta fille, tu commences à l'angoisser avec ça, alors qu'elle n'a rien la pauvre, peut-être que non, elle est très bien dans sa peau, il n'y a aucun problème, elle gère ça très très bien, facilement, et tout s'est très bien arrivé, très bien passé, et toi tu commences à l'inciter, à la fin ça va venir. Alors des fois ça ne va pas arriver. Alors Rachov, ne pas toucher, surtout pas s'inquiéter. Maintenant, après, il y a une différence dans la façon d'être de cette crise, de passer cette crise. Il y a plusieurs façons de la vivre. Si déjà elle doit peut-être arriver, il y a ce qui se passe chez les garçons et ce qui se passe chez les filles. Chez les garçons, on la voit beaucoup plus à l'extérieur. Ça veut dire toujours il extériorise les choses, le garçon. D'accord? D'un coup je m'en fous, je veux pas, et pourquoi j'ai pas envie de manger ça, et ben j'ai prévu de manger autre chose. Il extériorise les choses beaucoup plus. La fille, c'est plus à l'intérieur. Tu vois pas, d'un coup il y a un truc, elle te sort un truc, une documentation, c'est même plus un dossier, d'accord? C'est un truc de folie. D'un coup elle te sort une phrase,
Tu dis, mais toutes ces années, c'est ça que tu avais dans la tête, ma fille. Tu crois que, d'accord, qu'on a une sorte d'un coup. En fait, tu es adopté. Depuis 15 ans, tu crois ça, Bémet, qu'on t'a trouvé en bas de la maison? Bémet, c'est tu croyais de... Des fois, les filles, elles gardent à l'intérieur, beaucoup plus, alors que les enfants, ils te disent clairement, non, 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 ça je veux pas, et de toute façon, ça me plaît pas, ces habits, et je m'en vais. Et je vais écouter ça dorénavant, et après demain, je veux plus aller sur cette école, et j'aime pas ce truc-là. Les filles, ça, ils gardent à l'intérieur. D'accord? C'est comme ça. Et, et au contraire, si un garçon, il sort les choses, d'accord, comme il a dit justement, mais là, il a dit, Deagal, Lev, Adam, et Sichena. Si quelqu'un il a une inquiétude, il faut en parler. Yesrena, Yesichena, c'est-à-dire il doit en parler. Et plus il extériorise les choses, plus des fois c'est bien. La femme, la fille, après je dis la femme, vous allez comprendre, la fille elle garde beaucoup plus à l'intérieur. La femme aussi, tout le monde le sait, ça parle au Hachem, tout celui qui est marié, il sait très très bien, Ken, que de temps en temps, d'un coup, il fait la tête, t'as pas compris ma cara, d'accord? Et d'un coup, tu dis, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je n'ai pas compris ma cara, pourquoi tu... En fait, tu sais très très bien ce qui se passe. Non, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas compris. Et tu dis, mais si, tu sais très très bien. Je fais, mais non, je ne sais pas, ma chorale. D'accord, tu dois sortir, tu dois tirer, ma cara, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, tu as dit ça et ça. Mais comment il y a 2 semaines? Je me rappelle mieux ce que j'ai dit il y a une demi-heure. Tu crois que je me rappelle ce que j'ai dit il y a 2 semaines? Impossible. Et tu utilises les mots, oui, mais c'était pas le jour où il fallait le dire, oui, et t'arrives pas. Les femmes, elles sont comme ça garde à l'intérieur, ça mijote bien, et ça va sortir, Bezrat Hashem. Attends, ça va sortir, et t'as complètement oublié, mais où c'était ça? J'étais même pas... D'accord, c'est comme ça. Les femmes, elles gardent plus à l'intérieur, alors que les garçons, ils extériorisent beaucoup plus. Et même par rapport donc par rapport à la crise d'adolescence, il est possible que le garçon qui sort ça, nous on préfère qu'il garde à l'intérieur. Pourquoi? Comme ça on est tranquille, la vérité, qu'il passe sa crise, qu'on soit tranquille dans le silence et qu'il ne prenne pas la tête. Aval, au contraire, plus il le sort, comme on dit tout à l'heure, et plus tu sais à quoi t'attendre. Plus tu sais ce qui le dérange. Plus tu sais pourquoi c'est un problème chez l'humain. Alors que quand il garde à l'intérieur, tu ne sais pas exactement ce qu'il mijote, ce qu'il est, ce qu'il y a tout d'un coup, un matin tu te réveilles, tu vois le pyjama avec une lettre, maman, c'est fini, je Bradé Shalom. D'accord, je suis chez ma tante et je veux Bradé Shalom, d'accord, des cas, on en entend. D'accord? Chez Mishmor, vous entendez des fois des défis à chez pas dans notre, j'espère, pas chez nous, mais tu entends d'un coup un suicide d'une jeune fille, ils en parlent énormément à cet âge-là. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu ne savais pas, Makara, tu ne savais pas qu'il y avait un mal-être, qu'elle vivait mal quelque chose à l'école, qu'elle vivait mal quelque chose avec ses copines, qu'elle a eu une déception avec quelqu'un, et tout d'un coup, elle sort un dossier que tu ne savais même pas, et chez Mishmor, t'entendais. Donc c'est pour ça que chacun il va le sortir d'une autre manière. Évidemment que nous, ça nous fatigue quand elle le sort. Quand ça sort trop, parce que tu ne sais pas comment réagir, mais au contraire, plus ça le sort, plus tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur et tu peux agir. Je l'ai pas longtemps dans un livre d'un certain Philippe Jamet, chacun son nom. Il dit, son livre il s'appelle Soyons adultes face à nos ados. Tov. Alors il parle énormément de ça, du fait que les parents, dans ce genre de moment, il y a 2 problèmes. Il y a le problème qu'ils n'ont pas encore réglé leurs propres problèmes déjà, d'accord? Il y a le problème à ce niveau-là, qu'ils sont encore en train de se poser des centaines de questions, les parents eux-mêmes, ils sont encore dans un balagan où on ne voudrait même pas y vivre, d'accord? Eux-mêmes dans leur tête, il y a un truc. Et donc déjà, à ce moment-là, donc ça c'est un problème. Une fois j'ai entendu un psychiatre qui est venu nous parler à l'école de tout ça, et il avait dit que le problème c'est que très souvent la crise d'adolescence rencontre la crise des parents de la quarantaine ou un truc comme ça. Donc ça se rencontre au même moment et c'est la grosse réussite, d'accord? À la maison c'est top. Alors d'abord il disait dans son livre que très souvent on n'a pas encore réglé nos problèmes et très souvent on réagit mal face à cette crise, ce qui fait que l'enfant qui attendait de nous, Dafka, qui attendait de nous de voir quelqu'un qui tient la route et qui a quelque chose à proposer et qui sait déjà où il va et il trouve quelqu'un qui est complètement fragile. Il découvre ses parents, en plus, complètement fragilisés et complètement désorientés. Comment réagir alors par rapport à leur crise et par rapport à notre vie privée. Il découvre qu'en fait, ceux à qui... j'avais lu dans le truc de Marcel Pagnol, il dit c'est la première fois, d'accord, vous l'avez tous lu justement, les petits livres de Marcel Pagnol, il dit à un moment, c'est la première fois que j'entendais ma mère qui mentait. Sa mère, elle avait menti ou un truc comme ça, il dit, je ne savais pas que les adultes mentaient. C'est-à-dire, c'est mignon comme découverte, parce que s'ils savaient, miskin. En vrai, ça veut dire que les enfants attendent de nous, à cet âge-là, qu'on soit bien rigide et qu'on ait quelque chose de clair à proposer et qu'on soit... Et à côté de ça, au contraire, nous, et on n'est pas complètement fini, et en plus, on panique complètement par rapport à cet âge-là, et c'est ça la grande erreur.
Il dit là-bas que à cet âge-là, l'enfant cherche ce qu'il appelle des miroirs. Il cherche des modèles. Alors il va faire de tout ce qu'il a autour de lui des modèles. De ses amis, de ses profs, de ses machins, et des mauvais, des choses, Rahman al-Islam, des choses qu'il voit à la télé, d'accord, de tout, il va en faire des modèles, et de ses parents aussi, et il va faire son choix. Évidemment, comme il a vécu depuis qu'il est petit, il a grandi chez ses parents, donc Vada qu'il va essayer de choisir ses parents comme modèle, surtout dans les choses qui l'intéressent. Mais s'il trouve que ses parents sont loin d'être un modèle, pour toutes les choses que je viens d'énumérer, alors il est possible qu'au contraire, voilà, il va essayer de chercher des modèles ailleurs, puisque justement il cherche ce genre de miroir. Donc c'est pour ça qu'il va falloir ne pas rentrer dans cette panique où on dit, oh là, il est arrivé à la crise, comment on va faire? Il est dans sa chambre, il s'enferme, il n'est pas sorti. Et s'il sent cette panique, alors évidemment, s'il sent on est en train d'attendre qu'il fasse sa crise d'adolescence, alors il va la faire aussi. Donc encore une fois, il attend quelqu'un de bien précis et de bien défini autour de lui, face à lui, pour le rassurer que cet âge-là, comme lui il le sent, qui est un peu où il est désorienté, il y a une sortie et que tout va bien se passer comme pour nous ça s'est bien passé. Alors ce qu'on va commencer déjà à voir, c'est comment on peut faire notre maximum pour éviter ce genre de crise catastrophique. Pour pas que ça parte complètement dans la catastrophe. La première chose, c'est comme on dit tout à l'heure, de donner énormément de confiance, de donner la confiance en lui. D'accord? L'adolescent n'a pas confiance en lui parce qu'il ne sait pas. Il est en train de rentrer dans un monde qui lui est complètement étranger, le monde de l'adulte, et il ne sait pas exactement comment ça se passe. Lui, il vient de quitter les majorettes, les voitures majorettes. D'un coup, il commence à avoir des possibilités. On l'a déjà dit une fois ici, la différence entre la majorité religieuse et la majorité de l'extérieur, c'est qu'à l'extérieur, quand quelqu'un devient majeur, alors il a le droit de passer son permis, il a le droit de sortir, il a le droit de boire de l'alcool, il a le droit de faire plein de choses. Alors que chez nous, la Torah, elle te donne la bar mitzvah qui ne te donne pas des droits mais des devoirs. Donc si on arrive à le présenter ça à ce moment-là, c'est pas grave, c'est-à-dire c'est pas pour autant qu'il va refuser des devoirs, au contraire, s'il voit qu'il y a quelque chose, il y a un programme qui est prévu pour toi, pour ton passage, ça va le rassurer et donc lui donner une possibilité d'avancer. Donc lui donner une confiance en lui, c'est ça qui peut l'aider encore plus. On appelle ça en hébreu les oded. Les oded, ça vient à shon od. Ça veut dire lui donner encore. S'il réussit quelque chose qui a l'air bénin, alors de l'aider encore plus à avancer encore, à lui de l'encourager dans ses réussites. Il réussit quelque chose qui n'a pas l'air gigantesque, mais il a réussi quelque chose, tu l'encourages encore. Mais vous savez qu'on le voit énormément ça à l'école. Il y a des fois, je vois des élèves qui n'ont rien à faire du Kodesh. Alors, maman, eux, le Kodesh, ça les a saoulés, mais alors complètement. Alors tu les vois, ils s'assoient au fond, ils attendent que ça passe. Des fois, ils dorment au milieu pour que ça passe plus vite. Et tu as du mal avec... Alors comment on arrive? Très souvent, moi j'ai des secondes, premières, après jusqu'au lycée, tout le lycée, jusqu'à terminale, je veux dire. Et qu'est-ce que je fais pour essayer, ceux que j'arrive à essayer d'attirer là-dedans? C'est-à-dire que quand il pose une question toute bête, d'accord? Il y a des fois, il pose une question, tu as envie de lui dire, j'espère que j'ai pas compris ta question. Parce que si j'ai compris ta question, ça fait 3 mois que tu n'as rien écouté de toute la Gemara qu'on a fait. Alors, je pourrais lui dire ça, le gars, je lui fais comprendre que j'ai compris sa question. Alors, des fois, tu dis, Chazakou Baruch, quelle question de folie. Et après, je fais taire toute la classe et je répète sa question. Lui-même, il est gêné. Tu vois, il regarde autour, il se fout de moi. Oh là, c'est sérieux. Il regarde, il a peur de l'atterrissage que je vais... Et au contraire, tu l'accompagnes et tu lui expliques une très bonne question. Viens, je te montre. La Gemara, elle pose ta question. Machin. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un shiur comme ça. Il y en avait un qui était, je me halal Shabbat et tout. Mamash, le pauvre, il a du mal, et parce que sa famille, elle est dans ce cadre, et donc il est venu, et il m'a posé une question en plein milieu. Il m'a dit, ouais, on parlait beaucoup des chachamim, d'où on sait que c'est des chachamim et des sages, pourquoi on doit leur faire confiance? Alors il y a eu un petit froid dans la classe, un petit silence rare, mais il y a eu un silence dans la classe d'un coup. Alors j'ai dit, c'est quoi, fermez les gmarottes. On a fermé les gmarottes, lui il ne savait pas ce qui allait se passer. D'accord, une heure de retenue ou un renvoi. Et je lui ai dit, non, c'est une excellente question. Alors viens, j'ai commencé à l'expliquer. Regarde, il y a cette Gemara-là qui nous raconte ça, que les Chachamim disaient ça. Les Chachamim savaient ça déjà. Regarde les idées au niveau de la médecine que les Chachamim ont données, que jusqu'à aujourd'hui sont utilisées. Regarde au niveau du Chinour, ce que les Chachamim ont amené, comment c'est jusqu'à aujourd'hui. Et tout doucement, j'ai développé sa question. Depuis, on a un très très bon rapport, Baruch Hashem. Bon, il n'est pas encore devenu un gros rabbi, mais on est en train déjà d'avancer. C'est-à-dire, quand toi, tu encourages n'importe quelle petite réussite qu'il a, alors tu lui donnes goût d'avancer. Et tu lui donnes cette confiance en lui qui lui manque tellement et cette assurance qu'il n'a pas. Cette crédibilité qui lui manque. Donc plus tu continues à essayer de l'aider, plus tu... Comme on dit tout à l'heure, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Quand
tu as quelqu'un qui t'angoisse dans ce que tu vas entreprendre, tu vas y arriver, mon fils, je ne sais pas que tu ne vas pas y arriver. Laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. Ça va pas... Alors, effectivement, il va se casser la figure, il ne va pas y arriver. Mais si tu l'encourages, tu lui dis, vas-y, on va y arriver, tu vas le faire, c'est sûr, j'ai confiance complètement en toi. Des fois, tu dis à un enfant, je suis certain que tu vas y arriver. Alors, mais tu vas y arriver. Mais c'est toi, tu es tout en plein d'angoisse. Et alors, à la fin, d'accord, tu dis à ta fille, vas-y, fais la vaisselle. Et tu es sûr, mais attention, parce que c'est des verres qui vont coûter très très cher, ton père, il va hurler, machin. Alors, elle dit, t'es sûr? Oui, il dit, voilà, tu mets un peu trop d'huile ici, pas beaucoup trop d'huile, mets tout doucement. Alors, elle est d'accord, elle est truc, tu sors de la cuisine, entends, bam! Les verres sont cassés. Tu reviens, ouais, je suis sûr, je n'étais sûr, de toute façon, t'es comme ton père, laisse tomber, allez, c'est pas la peine pour toi la vaisselle, va dans ta chambre, c'est pas la peine, je veux plus entendre parler. Alors, tu lui as enlevé toute la confiance en elle qu'elle avait, et tu lui montres qu'on ne peut pas compter sur elle, tu n'as pas la confiance. Alors ça sert à rien. Donc après, tu lui as enlevé tout ce truc, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa chambre? Alors voilà, après, elle peut aller commencer à se mettre d'un coup de la laque verte sur un truc avec fond vert turquoise, avec des trucs même sur le périph', on la voit, c'est brillant. D'accord, si toi tu lui enlèves sa confiance et toute sa façon de faire, alors après, dommage, après voilà, c'est là où elle commence à avoir des doutes. Déjà, à cet âge-là, ils ont des doutes, ils ne savent pas, est-ce que je le fais, je ne sais pas, ça se fait chez les adultes. Est-ce que quand je fais ça, j'ai l'air enfant ou pas? Est-ce que je suis encore enfant quand je fais ça? Mais non, je suis un adulte ou pas? Même ils sont dans tellement de questions, dans un mal-être tellement grand, que si toi-même tu lui enlèves la confiance qu'il peut avoir en elle. Vous savez, j'avais une de mes enfants, peu importe, elle avait un problème de maladresse, mais maladresse aiguë. D'accord? Ça veut dire que quand il y avait un truc, une cata, il fallait compter quelques minutes pour qu'elle y arrive. D'accord? Je me rappellerai toujours, une fois j'étais invité chez la famille à moi, où ils avaient réussi, on était le 8e jour de Hanouka, ils avaient réussi à mettre la Hanoukia sur un tabouret qui tenait sur une autre table, machin, un truc de folie. Ça fait 8 jours que ça tient. Il n'y a pas de raison que ça tombe. Vous avez compris qu'on arrivait le 8e jour où il y avait tous les trucs avec l'huile qui était dessus? D'accord? Le 8e jour. Je me suis dit, il ne faut pas qu'elle passe par là. Parce que sinon, mais j'ai pas eu le temps. À un moment, j'ai dû aller ouvrir une porte ou un truc. Elle est passée par là. Et je m'étais en train de me retrouver, en train de nettoyer. Laisse tomber son ma fille, c'est bon, je vais me débrouiller. En train de nettoyer l'huile, ramasser les verres, les machins, et m'excuser pendant 20 fois vers celui de ma famille qui avait mis cette Hanoukia qui devait tenir. D'accord? Le nest de Hanouka s'était arrêté le 8e jour. Donc ça veut dire, et à l'époque, et ça je l'avais bien retenu, mon père m'avait dit, ne lui en parle jamais de cette maladresse. Ne lui en parle pas, c'est pas grave. Ne lui en parle pas et ne lui prends pas la tête là-dessus et chaque fois, parce que c'était vraiment quelque chose qui était chronique. Okay? Là, tu comprends pas comment quelqu'un il s'assoit, il met un coup de coude sur l'assiette qui se renverse par terre, l'omelette est par terre. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Et on n'en a pas parlé, on n'en a pas fait d'Afka une grosse histoire. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, tranquille, elle maintient tout ce qu'il faut, elle arrive à tenir son assiette, et les Hanoukia, tout tient bien, et il n'y a plus aucun souci. Parce que si toi tu lui en parles, ça devient une obsession. Et après, à chaque fois, elle a très 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 peur. Et je vais tenir, je vais jamais y arriver, je vais me casser la figure. Si tu lui dis non, vas-y, j'ai confiance, alors elle y arrive. Si chaque fois tu l'as. C'est un peu comme comment il s'appelle, le moniteur au niveau de la conduite. Il te prend la tête pendant 2 heures. Fais attention à la priorité, les rétroviseurs. Alors, les clignotants, tu ne le mets pas, que tu en peux plus. D'accord? Tu sens que tu vas le rater 8 fois, ce permis. Alors que c'est au contraire, il te montre qu'il a confiance et il sait que tu as compris les choses. Alors, donc, l'enfant Bémet, si on arrive à lui donner cette confiance, alors on arrive. Et on arrive à lui enlever ce problème-là et ce complexe. De nos jours, et un des grands problèmes de nos jours, c'est que les enfants sont très gâtés. D'accord? Ça veut dire, dès qu'il ne fait pas quelque chose, pas grave, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, je vais le faire moi. Tu ne peux pas régler un truc, je vais le faire moi. À la fin, les enfants sont tellement gâtés que tu lui demandes de débarrasser une assiette. Non, 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 j'ai mal au bras et quand je tourne comme ça me fait mal, laisse tomber, je ne veux pas débarrasser une assiette. Parce qu'ils sont trop gâtés. À l'époque, les enfants faisaient des choses. Il y a des familles où ils font des choses, même à n'importe quel âge. Tu lui demandes de faire la vaisselle, c'est pas grave, ça se casse, tu lui donnes la vaisselle que ta belle-mère elle t'a offert que tu aimes pas, tu lui donnes ça. Comme ça ta belle-mère dit, les assiettes de folie que j'ai achetées avec les grosses fleurs horribles en violet, tu lui dis, elle a cassé la petite manarsotte. Tu lui donnes ce que tu veux pour qu'elle s'entraîne, avale, d'accord, tu l'as fait travailler, comme ça après elle a confiance en elle. Le petit, il a confiance en lui, il sait qu'il peut faire certaines choses, il peut descendre tout seul en ascenseur. Lui, il descend les poubelles, mais tu es sûr, dans le garage, tu vas descendre les poubelles, tu n'as pas peur, ne lui parle de rien. Et comme ça, d'accord, toi tu lui racontes des films d'horreur et après il a peur, lave les mains. Alors si tu lui laisses cette confiance, il peut au contraire avancer. Deuxième chose qui est hyper importante et on n'y fait pas toujours attention, c'est le respect des parents. Kibud avaim. D'accord? C'est quelque chose vraiment qui est très 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 important dans toute cette chose-là.
De nos jours, ça manque énormément chez les enfants. Le fait qu'il y a un manque de respect. Le fait que tout d'un coup tu peux demander quelque chose, il dit non, j'ai pas envie. Comment j'ai pas envie? Nous, on n'osait pas. On disait ça à nos parents, ma pitom, tu dis mais pas non, le mot non. Des fois tu essaies de le placer comme ça vite, d'accord, mais Bémet, je ne sais pas si j'étais élevé moi-même dans un truc un peu bizarre, dans un monastère ou dans. Non, on ne disait pas facilement non à ses parents quand ils te demandaient quelque chose. Est-ce que tu n'as pas oublié de fermer la porte? Non, ça on disait. Mais tu dis, ils te demandent de faire quelque chose, jamais tu dis. Il faut absolument qu'il soit dans un endroit où l'enfant soit éduqué avec un chinour de kibbutz avaim, le respect des parents. D'accord? Parce que c'est Bémet important. Comme ça, lui, il sait. Bémet, et quand tu vois les Gmarot, il n'y a pas longtemps, on a étudié les Gmarot dans Kiddushin qui parlent du respect des parents. Quand tu vois comment Bémet, il traite du respect des parents, c'est quelque chose de grandiose. Bémet, c'est dire, d'accord, une fois, il y a ma petite fille, elle est revenue de l'école, et elle m'a dit, papa, tu sais que tu es comme Dieu? J'ai tout arrêté. Je lui ai dit, oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu la voir, alors. Attends, j'appelle ta mère qu'elle écoute. Tu sais que tu es comme Dieu. Alors je dis, c'est pas mal, mais Makara, il me dit, si, on nous a appris à l'école que les parents, les deux parents, ils sont comme Dieu, d'accord? Et c'est une Gemara dans Kiddushin. La Gemara, elle dit, il y a 3 associés dans l'homme, c'est Dieu et les parents. Et les parents sont comme ça, c'est-à-dire on doit avoir un respect. C'est pas que tu exiges le respect quand j'arrive, je veux tout le monde au garde à vous. Non, ça veut dire que c'est un respect, qu'il sait que comment te parler, il sait que ne pas te contredire en public tout d'un coup, même à table, ne pas te contredire. Il dit peut-être que j'ai vu autrement. Mais même quand on regarde la halachot, c'est inquiétant. Parce qu'on en est vraiment très 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 loin. Même tous ceux qui respectent leurs parents, ils voient que c'est très très dur. Et plus il y a un respect avec les parents, et plus l'enfant il sait comment voir ses parents comme quelqu'un bémet d'une référence. Tout à l'heure on parlait que les adultes doivent être une référence. Quand il a un respect, il les voit comme une référence. Mais si Bémet il a passé de nos jours, c'est l'éducation, que quoi, le monde appartient aux jeunes, la tolérance, on est tous égaux, et les parents n'ont pas le droit d'élever la voix, et il faut proposer aux enfants. Alors quand on rentre un peu trop dans cette chose-là, l'enfant il grandit avec ça. Je ne parle même pas des dégâts de la télé à ce niveau-là. D'accord? Ce qu'ils voient avec le rapport des enfants dans leurs films et dans leurs machins et dans les séries de débiles. Quand ils voient ces trucs-là, Bémet, c'est un peu ça le nom. Et en plusieurs épisodes. Alors comment ils parlent à leurs parents et comment ils discutent avec leurs parents qui, dans ce genre de films, aussi ne sont pas des références, certes. Alors ils s'habituent à ce genre de rapport avec leur père ou avec leur mère et en fin de compte, ça fausse tout et c'est ça qui amène à cette crise et après un manque de dialogue avec les parents. À partir de ce moment-là, il y a un manque de dialogue et donc la crise est pratiquement impossible à gérer. Donc il faut vraiment que l'éducation du kibbutz avaim soit fait bien bien avant, au niveau du respect des parents, soit fait bien avant pour qu'on puisse après gérer ce genre de choses et pour que nous après on soit écoutés. Deuxième chose qui est très importante de savoir, et ça c'est la base de toute l'éducation, c'est que l'enfant n'est pas à nous, il est chez nous. C'est un picadone l'enfant. Et donc quand c'est un picadone, alors on n'a pas à nous à essayer de gérer tous leurs projets, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont... D'accord? Vous voyez des parents, des fois ils viennent à l'école et leur enfant, eux ils ont décidé qu'il va faire médecine, par exemple. Ou il va faire maximum, je veux bien entendre pharma. D'accord? Et l'enfant, c'est pas son truc du tout. D'accord, depuis longtemps, c'est pas du tout lui, il aime pas ça. Il est beaucoup plus manuel. Lui, il aime la batterie. Il aime pas les trucs difficiles et compliqués. Lui, il aime certaines choses beaucoup plus manuelles. Et toi, tu vas lui prendre la tête. Et tu vas le bloquer sur des choses que toi, tu n'as pas fait. Très souvent, on bloque nos enfants à faire des choses qu'on n'a pas réussi à faire dans notre vie. Alors, ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas réussi. Nous, on n'a pas réussi. Tu n'as pas à lui obliger à faire... Lui, il n'aime pas ces trucs-là, ces calculs et ces machins. Quand il va faire cette médecine, déjà à l'école, il a eu du mal à passer dans une classe scientifique. Mais toi, tu lui prends la tête, tu vas commencer à écouter la biologie, et la chimie, et les trucs, et des heures, et la molécule, numéro truc, elle va guérir. Et lui, ça le saoule depuis des années. Et toi, tu le forces. Quand toi, tu n'essayes pas de respecter ce que lui, là, c'est tendance à lui, c'est ce qu'il aime et ce qui l'intéresse, et tu commences à l'obliger à faire ce que toi, tu as raté, alors c'est le début d'une catastrophe. Parce que lui, depuis longtemps, il n'est plus dans ce que tu veux, et il n'est pas du tout attiré parce que toi, tu veux pour lui, et donc après, ça amène... Bémet, ça veut dire que très souvent, on voit ça. Des parents qui forcent leur enfant à faire plein de choses, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent avoir un métier tout à fait respectable, sans pour autant faire ces genres d'études et ce genre de choses. Des fois, tu connais l'enfant à l'école.
tu vois les parents, ce qu'ils attendent les réunions de parents d'élèves, tu es mort de rire. Parce que ça n'a rien à voir. Vous parlez de votre enfant, votre fils. Mais cette semaine, j'en ai vu un en classe. Le gars, il dort tout le temps. Je crois qu'il a un 6 de moyenne. C'est un truc une catastrophe, d'accord? Bientôt le bac. Et sa mère, mais alors elle est certaine qu'il va faire, pas médecine, il va faire, pas docteur, mais professeur en truc. Mais le petit, il n'en a rien à faire, mais alors du tout de ces histoires. Et lui, il gagne son argent avec des paris sur les matchs et sur les machins. Et il gagne très bien, il gagne très bien, pas sa vie, j'ai envie de dire sa vie. Il ramène des très beaux... Alors, t'as envie de dire à la mère, mais vous parlez d'un tel, de... Je sais pas comment on va l'appeler pour pas qu'il... Mais mec, vous parlez, c'est votre fils, lui. Et des fois, quand je le vois en classe, je fais, mais c'est ta mère que j'ai vue hier. Mais quel rapport, mais elle sait comment ça se passe en classe. Et il lui a dit, le petit. Je m'en fiche, mais ma mère, elle rêve, elle croit que je vais faire ça et ça, mais elle a rêvé total. Moi, je vais faire, d'accord, des métiers beaucoup plus, alors que ça n'intéresse pas. Et c'est pas uniquement dans ce que je parle, dans les métiers, c'est beaucoup là-dedans, mais même dans tout. D'accord, c'est écrit, Chanor lanar al pidarko. Tu éduques l'enfant d'après les filles d'Arco. Darko, c'est son derrière. Gam ki yaskin le yaso imena. Même quand il sera vieux, il restera là-dedans. Essaye de voir, il y a des conseillers pour ça. Ils savent exactement ce que tu peux faire comme métier, ce que tu ne pourras pas faire comme métier. Là où tu arriveras, ou là où tu n'arriveras jamais, tu ne peux même pas en rêver. Et ils savent te le dire. C'est-à-dire, ça te va bien, ça te va pas bien. D'accord? Ça veut dire, des fois, tu crois que le type, il va devenir un grand rabbin, même grand rabbin. Bah, sauf non, il va étudier quelques heures, et Bezat Hashem, ça sera bien. Des fois, tu crois qu'il va devenir un... Il y en a plein qui t'es dégoûté. Elle avait prévu qu'il fasse du droit international, machin et tout. Monsieur le rabbin, en fin de compte, il est à la yeshiva. Comment ça se fait? Mon fils, il est où? Bah, je suis désolé, il a pris goût à la Gemara. J'y peux rien. D'accord? Vous croyez qu'il allait finir, je sais pas où, d'accord, le truc de droit de l'homme, ou je sais pas. En fin de compte, non. Il est à la yeshiva, à Amir, ou... C'est-à-dire, nous, à vouloir modeler l'enfant, à vouloir essayer de lui coller quelque chose, des fois, on est en train de gâcher toute son approche personnelle. Et on ne respecte pas son approche personnelle, et cela, ça mène aussi à une crise. Ce qui nous amène, évidemment, à... Ça me fait toujours rire aussi, les élèves qui sortent des cours de philosophie. Ils ont des cours de philosophie, et quand tu vois la tête avec laquelle ils sortent, tu sens bien qu'ils ne vont pas sortir tout de suite un livre sur être ou ne pas être, ou d'accord, ils en sont loin. Le gars, il est en train de se renseigner, ou il peut descendre la dernière série de machin, ou la chanson du rappeur complètement maboule de l'autre. Donc tu sens bien que au philo. Et quand tu vois les parents qui sont complètement dans leur folie, le contraste est assez rigolo. Ce qui nous amène à la quatrième chose avec laquelle on peut calmer et approcher cette crise d'adolescence, c'est, on a dit donc le respect, on a dit donc savoir trouver leur chemin, mais surtout le respect qu'on doit avoir face à nos enfants. Ça c'est difficile, d'accord, parce que il faut bien comprendre que quand ils sont en train de devenir adolescents, ne commence pas à dire de toute façon tu dis des bêtises, tu m'as saoulé, ou enlever complètement, balayer chaque question qu'il amène ou qu'il interpelle, savoir écouter même des choses qui des fois tu te demandes mais qu'est-ce qu'il a bu avant cette question, d'accord, même si des fois ça a l'air bizarre ce qu'il est en train de dire et ça, tu ne sais pas où ça a commencé. La question elle a déjà commencé, on est à la fin, tu ne sais pas c'était la réponse qu'on lui a donnée. Aval, tu respectes ce qu'il veut te dire, tu respectes sa façon de poser sa question, son approche de la chose. Ce respect, alors il montre que tu lui donnes cette importance et qu'il est en train, tu l'aides à passer dans ce monde de l'adulte et qu'il y a un passage. C'est pas lui qui va devoir créer le passage, tu l'aides. Tu vois là, tu vois, c'est une bonne question. Chazak, kolakavod, excellente question, on va. Même dans d'autres choses. Par exemple, on va donner un exemple. Une fille, elle a fait du babysit. Chazak, elle a gagné un peu d'argent et elle s'est acheté un habit. Toi, tu vois l'habit. Tu croyais que c'était la prochaine truc des gilets jaunes. Tu croyais que c'était quoi? C'est la nouvelle manif. Où t'as acheté ça, ma chérie? Quel rayon? T'as vendu un truc pareil? Alors, si on lui enlèves tout le respect, tu ne respectes pas du tout son goût. Alors après, il y a une scission qui se fait entre les parents et l'enfant qui mène justement à ce problème. Tu vois bien que toi, ça ne te va pas comme goût, mais tu ne peux pas tout casser. Tu vois qu'elle a fait tout un effort. Elle a économisé de l'argent. Et elle s'est achetée avec son propre argent quelque chose qui lui plaît. C'est déjà génial, c'est magnifique. Elle se prend en main. Alors encourage ça. Tout à l'heure, on parlait de l'encouragement, des roded. Alors encourage, Davka, cette approche-là, il faut l'encourager. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu casses. Qu'est-ce que tu aurais fait? C'est quoi? Une mère à mettre doit se poser la question. Si c'est sa sœur, une voisine, elle aurait acheté la même chose. Comment tu aurais réagi par rapport à cette chose-là? Ou bien le père.
Il voit son fils acheter un truc. Il s'est pris la tête à aller économiser l'argent qu'il faut et vérifier sur Internet où il peut le trouver pas cher et aller au magasin, le commander, aller le chercher, il te l'amène à la maison. Et toi, tu dis, mais ça sert à quoi ça? C'est nul, tu achètes toujours des trucs, tu dépenses ton argent, ça sert à rien. Attends, peut-être que tu peux respecter ce qu'il a fait et qu'il a fait tout un effort et que ça mène quelque part. Pourquoi tu casses tout de suite? Même plus que ça, on doit essayer de faire la même chose qu'on avait fait avec un étranger. Ce qu'on aurait fait avec quelqu'un d'étranger, le respect qu'on aurait respecté quelqu'un d'autre, pareil. Ça te plaît pas, d'accord? Si ta voisine elle achète quelque chose qui te plaît pas, ou bien ta cousine ou ta sœur, ou bien ton cousin, d'accord? Garçon et fils, pareil. Et il vient, il te montre. Toi, tu comprends pas bidou que l'idée du créateur de ce modèle. Est-ce il était bien en forme quand il a créé ce truc-là? Mais tu peux pas lui dire, c'est horrible. Tu l'as mis à l'envers, c'est horrible. Est-ce que tu peux pas dire un truc pareil? Alors comment tu vas faire? Tu vas prendre des pinces et dire bon, chacun son goût. Mais il faudrait essayer de le mettre différemment. Donc tu vas essayer de, pareil, quand tu vas respecter ton enfant, même s'il a quelque chose qui te plaît pas, savoir respecter son goût et son approche. Et tu vois qu'il a fait quelque chose, tout un effort pour quelque chose, même si ça te va pas, il a fait un effort. Il voulait arriver quelque part. Même si en fin de compte c'est pas du tout ce que tu attendais, aval, respecter cette chose-là. Déjà, il va voir que tu apprécies ce qu'il fait. Qu'il ne fait pas que des bêtises, que tu sais aller à... D'accord, ça déjà, ça va beaucoup aider. Mais si tu es cassant, alors c'est le début du conflit. Maintenant, encore une fois, il y a une erreur aussi qui est assez fréquente, et c'est que même si tu vas être pas d'accord avec lui, et pas d'accord avec ce qu'il a fait, il faut que ça soit qu'il le sent que ce que tu fais, tu le fais parce que c'est pour son intérêt. Il faut qu'il comprenne que ce que tu es en train de faire, c'est parce que Béhémet, tu veux que lui... Mais quand il sent que c'est quelque chose de personnel, alors ça mènera nulle part. S'il sent que toi, tu es arrivé énervé du travail, et que tu n'as pas les nerfs, et en plus il t'énerve parce qu'il est au téléphone avec son copain, ou avec sa copine, ou avec son... Et en plus, elle s'est acheté un truc horrible, si elle comprend que ce que tu es en train de faire, c'est complètement personnel, et c'est parce que c'est toi qui es en train d'être énervé, alors ça mène nulle part. On va donner un exemple. Il y a la phrase classique qui mène nulle part, je vous le dis depuis le début, maman, je veux le savoir. Ça ne sert à rien de dire à l'enfant, moi à ton âge, 3 points de suspension. Ça mène nulle part. Parce qu'il s'en fiche complètement, mais royalement, que tu lui expliques qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, que chez nous, à mon époque, Birla, tu crois qu'on avait ça, on avait un carreau de chocolat à partager à 4, tu vois, aujourd'hui, tu as 3 sortes, des trucs dans ton truc. Ça sert à rien. Parce que lui, ça l'intéresse pas ce que tu lui racontes de tes anciens trucs. Mais papa, ça c'est l'ancienne vie, c'est les ancêtres, papa. Ça c'est maintenant, aujourd'hui, on a au moins 25 sortes de chocolat pour chacun. Quand tu lui expliques, moi de mon temps, on allait puiser l'eau, non j'exagère, vers de mon temps, tu sais, c'était pas simple, et on devait gagner un truc, et il fallait mériter, de nos jours vous êtes exigeants, ça ne l'intéresse pas. Ce qui se passait dans ton temps, ça ne l'intéresse pas. D'abord, ça ne l'intéresse pas. Ensuite, il y a écrit dans la Mishnah, Al tadon et traverach tagalim komo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à être dans la même situation que lui. Or, de notre temps, Bémet, de notre temps, on n'avait pas la folie d'Internet. On n'avait pas toutes les choses qui sont dans les affiches gigantesques, il y a des choses qui sont attirantes dans la rue. De notre temps, il y avait énormément de choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas du tout la même situation, et pas du tout le même environnement, et pas les mêmes tentations. Aujourd'hui, avec leur portable, il y a des tentations incroyables. Un jour, on ferait un chiot sur le portable. De temps en temps, on en glisse un mot. Mais la catastrophe qu'il peut y avoir avec les enfants, avec les portables, c'est la chritoute, c'est une affaire midoraita. Mais de nos jours, ils ont, ça c'est faut le savoir, Vadaï, que tu le laisses tranquille avec un internet ouvert alors qu'il a à peine 12 ans, c'est Vadaï, c'est un problème. Mais à part ça, toi, tu peux pas venir dire à ton fils, moi de mon temps, et ta fille, moi de mon temps, alors là, à mon époque, même pas en rêve, on pensait à un truc pareil. Parce que ça sert à rien, ça l'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est regarder avec son temps, et en plus, il te traite de vieux, d'accord? Ouais, ça c'était à l'époque, mais c'est plus, c'est fini, d'accord? Tu lui expliques, à ton temps il y avait ça, mais ça l'intéresse pas, parce que ça c'était à ton époque, ok, mais moi c'est plus mon époque, et maintenant moi je veux autrement. Et au contraire, lui il veut pas du tout de ta vie à toi. Ça veut dire, il veut pas que tu lui racontes ton ancien truc, parce qu'il est en train d'essayer de construire sa propre vie à lui. Donc, tout ça, ça nous amène à dire que quoi? Que quand vas le juger, entre guillemets, il faut que ça soit fait avec respect, et qu'il sente que c'est avec amour, et avec intérêt. Vraiment avec amour et intérêt. Sinon,
alors il sentira que c'est pas bon, et encore une fois, au contraire, il va se mettre de côté tout ce que tu racontes, et il va encore plus s'enfoncer au fond dans sa chambre. C'est de folie, Bechal, donc quand on voit de nos jours, enfin c'est ce que j'entends, je sais pas si c'est les juifs, c'est comme ça, mais tu entends qu'il y en a, ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur chambre de leur adolescent. Comme c'est leur Mishkan, leur Beth Amikdash, tu rentres pas. Là, il y a mes affiches, là, il y a mes trucs, je veux pas que tu rentres, tu touches pas. Là, il y a mes baskets fluo que j'ai achetées pour. D'accord. Tu rentres pas ici. C'est complètement fou, ça aussi. Il n'y a aucune raison qu'il ait un Mishkan comme ça fermé où tu n'as pas le droit de rentrer. Il a son petit coin à lui, il a son truc où il veut bien se retrouver, il n'y a pas de problème. Mais de là à ce que ça devient un endroit qui est interdit aux parents, c'est complètement fou. Donc, si tu respectes et tu lui montres que tu n'es pas en train d'essayer de l'obliger à suivre ce que toi tu as compris, s'il voit que c'est fait par amour, il va suivre beaucoup plus facilement. Ça, c'était les 3, 4, 5 possibilités de calmer et de prévenir la crise d'adolescence. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est reconnaître la crise. Comment on reconnaît la crise? Alors ça, même les adolescents eux-mêmes, ils veulent vous le dire, que quand ils sont à ce moment-là, ils sont perdus eux-mêmes. Mais quand vous entendez des adolescents qui vous en parlent, ils vous disent qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Ils ne savent pas bidiouk où ils vont, qu'est-ce qui se passe avec eux. Il y en a même plus que ça. Ils savent qu'ils sont insupportables et ils vous disent ça va me passer. D'accord? Je sais, je suis en crise. Ne vous inquiétez pas, en travaux, avec le truc là, mais ça va me passer. Je vais y arriver. Ils savent qu'ils sont pestes et que dès que tu leur dis un mot, ils sont en folie, ou ils pleurent, ou ils machin, et tu ne me comprendras jamais. Ils savent, et ils sentent bien ce mal-être. Mais ils disent, t'inquiète pas, on va y arriver, je vais m'asseoir, ça va me passer. Maintenant, l'enfant, quand il est à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, on l'a décrit, il est en train de, corporellement, on l'a dit tout à l'heure, et intellectuellement, il est en train de grandir, mais son effet, il est encore proche de sa mère et de son père, il a besoin d'être avec eux et de leur amour. Et pourtant, à ce moment-là, au contraire, ne me touche pas, ça fait style je suis petit quand tu m'embrasses, tu veux pas que tu... D'accord? Bonjour, Shabbat Shalom, Gamiju. Non, on s'embrasse pas maintenant, ça suffit. Et d'un autre côté, ils ont besoin d'amour énormément. On est en train de dire qu'ils en ont énormément besoin. Mais d'un autre côté, ils veulent pas le montrer, parce que ça se fait pas, c'est pour les enfants, ça, non? Alors toi, il faut que tu arrives à savoir exactement où te placer à ce niveau-là. Entre ta présence et pas trop appuyer, savoir exactement. Là, on était en train d'essayer de reconnaître la crise. Pour reconnaître la crise, alors, l'adolescent, quand il arrive à ce moment-là, il est plein de contradictions. Ça, c'est intéressant à voir. Mais ceux qui sont passés par là, qui ont rencontré, d'accord, ils sont pleins de contradictions. Ça veut dire. C'est-à-dire, tout d'un coup, un jour, il est en très très bonne humeur et tu comprends pas Makara. Il est très content et il rigole pour n'importe quelle bêtise et tout le truc, il est très joyeux, allez, il est plein de bonne volonté, plein d'envie d'aider, plein d'envie de rue, même trop. Et à un moment, tout d'un coup, le lendemain, il va dans sa chambre, il parle à la personne, il fait la tête, tu sais même pas pourquoi, et il sait même pas pourquoi il fait la tête lui-même. Il va dans sa chambre et c'est ce passage dont on parle depuis tout à l'heure qui amène plein de contradictions dans sa tête. Plein. Tout d'un coup, il peut être là pendant des discussions à écouter, il n'a pas d'avis, il ne sait pas ce qu'il pense de tout ça, il n'a pas trop. Et tout d'un coup, il dit un truc complètement bizarre duquel il est certain. Alors là, ça, il est certain de ce qu'il dit. Si, j'ai vu ça dans des livres. Mais il y en a, ils te racontent en plus n'importe quoi. Des jeunes, ils te disent n'importe quoi. Et c'est sûr que c'est pas logique, c'est en train de raconter, que c'est un mytho qu'on lui a fait croire sur Internet. Et lui, par contre, non, il est certain de tout ce qui se dit, il en est certain. Moi, je me rappelle quand j'étais bémet, ça m'avait choqué parce que jusqu'à aujourd'hui, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? Je me rappelle, mon père était avec des amis de la choule en train de discuter tranquillement du conflit israélo-palestinien, machin et tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette bêtise. Je dis, ouais, mais c'était là avant nous, eux. Et mon père, devant tout le monde, ça, il se retourne, il fait, tu penses pas ça en vrai? Je dis, ben si, quoi, ils étaient avant nous. C'est typique, d'accord? Là, ce genre de choses-là, ce genre de réaction, où tout d'un coup il te dit quelque chose qui n'a rien à voir, qu'il ne croit même pas lui-même, auquel il pense même pas, qui n'a rien à voir avec le contexte, et toi tu dois essayer de... Deuxième chose, tu veux voir des enfants qui tout d'un coup, ils sont très propres, ils font attention, que leur truc soit repassé, nettoyé, que ça soit très... Et quelques jours plus tard, tu les vois qu'ils ne sont pas lavés pendant un petit moment à l'école, mais mettre al-Hamad al-Islam, d'accord, mais mettre...
tu vois des choses, ils sont pas douchés depuis un moment, c'est la même chemise depuis un petit truc, et tu te dis, mais il n'y a pas longtemps, il était d'Afka très, très, très. C'est encore ces deux extrêmes. Tu peux voir donc cette attirance par la propreté à fond et même trop méticuleux, comme d'un autre côté, complètement, tu vois sa chambre, elle est dans un balagan incroyable, avec un foutoir, et pourtant, tu peux voir une autre fois, il veut surtout pas qu'on lui touche cette chemise, et la ranger maintenant dans des étagères spéciales, et ça c'est rangé en dessous, et ça c'est. Il veut pas que tu touches. Des contradictions non-stop. Un jour, il peut tout d'un coup faire très attention à ce qu'il mange. Tout d'un coup, mon veut manger bio. Alors maintenant, je touche plus du tout à ces choses-là. Ah, ma putain, le coca, j'y pense même plus. D'accord, c'est pas du tout, c'est plein de sucre, plein de trucs. Hein. Et tout d'un coup, un autre jour, tu peux le voir, Inara, d'accord, ou Couleur Merkavod, il est plein de. D'accord. Alors, c'est une contradiction encore une fois. C'est là où tu peux voir, voilà. C'est même pas la peine de commencer à lui poser la question. Dis-moi, mon fils, t'es en crise d'adolescence, alors ça y est? Non, c'est ça. C'est la crise d'adolescence. C'est exactement ça. C'est ces contradictions. Qu'un jour, il peut être très sympa. Un jour, il peut être très câlin. L'autre jour, il peut être complètement grincheux. C'est comme ça. C'est exactement ça. C'est cette crise. Et ça sert à rien d'entrer dans cette panique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le fait de rentrer dans une crise, ça amène justement chez l'enfant, ça peut lui amener Dafka, que tu lui montres que toi tu as peur de ce qui se passe et comment on va gérer, et tu appelles ton mari, mais alors comment on va gérer son histoire là, c'est une folie, on n'arrive pas, il est insupportable. Et donc cette panique-là, elle amène justement un manque de confiance, comme on a dit tout à l'heure. C'est intéressant, voilà, que très souvent, c'est à cet âge-là qu'il y a des crises d'anorexie aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que l'enfant, justement, comme il se cherche, il ne sait plus où il en est. Alors tout d'un coup, il se trouve trop gros. Alors il va devenir tout d'un coup, d'une manière extrême, d'accord, c'est ça qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et on ne sait même plus comment traiter les enfants à cet âge-là, parce qu'ils sont dans leur tête, et au contraire, ils sont tellement endoctrinés par leur histoire qu'ils sont certains que toi, tu viens à l'encontre de ce qu'ils veulent, donc c'est toi qu'il faut combattre. Pas du tout, je ne veux plus manger. Des fois, c'est intéressant aussi, un adolescent, il peut te montrer qu'il a sa façon de voir personnelle, pas du tout, moi je pense ça, et je pense ça, et je pense ça, et je pense... Et d'un autre côté, tu entends que lui, il est en train de recopier tous ses copains et toutes ses copines, et enfin, il fait exactement les mêmes baskets, les mêmes chaussures, les mêmes trucs, les mêmes films, les mêmes réflexes. Donc tu peux voir d'un côté qu'ils essayent de jouer qu'ils sont, comme ils sont autonomes, et qu'ils ont leur façon de penser, et de l'autre côté, tu peux voir au contraire qu'ils sont en train de... D'un côté, tu peux voir que chez toi, il veut rien entendre. Il veut pas entendre tout ce que tu lui dis, l'éducation, ce que tu lui demandes à faire, machin, partiellement, tu fais ça. Et d'un autre côté, tu entends que chez les copains, il fait à la lettre n'importe quelle bêtise qu'il lui demande. Alors tu dois comme il est autonome, il réfléchit tout seul. D'abord, encore une fois, même dans ce genre de moments, tout à l'heure on a dit, on a le droit de demander et d'exiger de manière mamache définie certaines choses. Tu as le droit d'exiger que la chambre soit rangée, qu'il participe à ce qui se passe à la maison, même si ça amène des disputes. Il faut savoir que l'enfant, il est content de ça, parce qu'il sent que tu lui mets des guédères, tu lui mets des limites, que pas tout est possible, tout est ouvert. Quand tu lui mets ses limites, alors il entend, et au contraire, il est content, que tu fais tu lui mets des limites et qu'il ne va pas dans tous les sens. Quand toi, tu as dit, bon, je ne vais pas entrer en conflit avec lui, laisse tomber, laisse sa chambre, laisse sa chose, il va faire des courses, c'est pas la peine. Non. Si Bémet, c'est son tour, il va le faire. C'est bien de mettre à la maison un tour à faire des choses. Et sachez qu'au contraire, entre les frères et sœurs, alors des fois, ça se passerait bien tout seul. C'est-à-dire, il y en a un, il dit, si moi j'ai fait la vaisselle hier, il n'y a aucune raison que je ne fasse pas toi aujourd'hui. Et après, entre eux, ils vont se régler les choses. Et entre eux, ils vont mettre au point que les règles qu'on a mises vont continuer à fonctionner. Mais si toi, il voit que tu laisses parce que tu as peur de sa crise, alors au contraire, c'est mauvais. Mais Bémet, si tu arrives à être rigide et lui dire, voilà, il y a des horaires dans cette maison à laquelle on rentre, il y a des horaires à laquelle on se lève, il y a des horaires auxquels on se couche. On ne se couche pas à 4 heures pour se lever à midi et demi, 1 heure pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à manger pour petit-déj à 4 heures de l'après-midi. Ça n'existe pas. D'accord? Si tu arrives, toi, à mettre tes règles, parce que l'enfant n'est pas un invité ici ou un touriste, et tu lui expliques si c'est une maison, ou comme toujours, il y a des règles, il y a des choses à suivre, et qu'il va falloir les suivre s'il veut rester. Alors, d'accord? Ne jamais, par contre, dans ce genre de crise, parce qu'il y a les crises, maman, il n'y a pas seulement les crises les moments un peu de mal-être, il y a les crises d'adolescence, que tu vois les parents, on rencontre des parents complètement désemparés. Tu dis, mais mon enfant ne m'écoute plus du tout, je ne sais pas quoi lui dire. Toi, tu les attends avec impatience à la réunion, tu vas l'éclater. Alors là, lui, son fils, et la femme, elle vient, ou le père, souvent la femme d'ailleurs,
D'accord? Souvent la mère. Le père, il a d'autres choses à faire apparemment. Donc la mère, qui est intéressée un peu du chinour, elle vient et elle vous dit, il m'écoute plus, il veut plus rien faire, et des trucs, et en plus il range plus ses affaires. Vous avez vu quoi? Il sort avec des trucs complètement déchirés et avec des taches, je ne sais plus comment faire. Je dis, Razak, c'est ce que j'allais vous dire, donc qu'est-ce que vous proposez? Et non, elle attend de nous des propositions, ce qui est complètement, c'est un comble. Alors qu'un enfant, ben, s'il sent qu'il y a aussi une rigueur à la maison, c'est vrai que ça mène à des conflits, c'est vrai. Tu sais quoi? L'enfant, il peut tout d'un coup hurler. Tu sais quoi? Très bien, je vais dormir dehors, je vais dormir chez mon copain. Très bien, vas-y. Tu veux y aller, vas-y. Jamais jeter un enfant de la maison. Jamais, jamais. Jamais lui dire des mots, de toute façon, je t'aime plus, de toute façon, t'es plus comme avant, t'es plus mon fils, Radé Shalom. Toujours le même respect, le même amour, même plus, encore plus d'amour. Mais si jamais il fait cette crise-là, de sortir, n'ayez pas peur, ne paniquez pas non plus. Combien de temps il va durer le fait d'aller chez son copain? Vous pouvez me dire combien de temps? La mère du copain, combien de temps elle va le laisser ses chaussettes sales en dessous du lit? Hein? Tout d'un coup, au bout de 2 bonnes nuits, où la mère du copain lui a expliqué, mon fils, ils sont où tes parents? Donc tu vas demain, elle va lui expliquer. Il va revenir, c'est maman, j'ai attrapé une truc à la gorge, là, je crois que je suis malade. Il va revenir comme un gentil à la maison et tu l'accueilles avec plaisir. Vas-y, bravo, assieds-toi. Alors, comment c'était ton voyage dehors? Il n'y a pas de panique. La panique de ça, alors il va partir, de toute façon je vais dormir là-bas, je ne reviendrai plus jamais. T'inquiète pas. Au Hachem, c'est ça, je ne veux pas, il va revenir, il n'y a pas de quoi paniquer. Aval, le fait de paniquer et le fait de. Encore une fois, ça lui montre qu'il n'y a pas quelqu'un en face et qu'on est nous-mêmes apeurés. Comment l'aider à sortir de ce genre de crise? Alors, donc on a dit comment reconnaître la crise. Avant ça, on a vu comment éviter un maximum. Quand on y est, comment essayer de l'aider à en sortir. Alors, on va voir que les enfants sont très préoccupés par plein de sujets existentiels des fois. Mais nous, comme il n'y a pas longtemps qu'on a arrêté le biberon avec lui, alors on se dit, mais putain, c'est pas cette question-là qu'il pose, lui. Depuis quand il s'intéresse à la vie, je t'en prie, lui, à la vie après la mort, et les machins, et un métier, mais depuis quand ça l'intéresse, ces trucs-là? Si, il faut respecter au contraire. Tu t'assois avec lui, tu dis, c'est quoi, c'est vrai, t'as raison, quel est le but de... Comment tu comprends, toi, le but de la vie? C'est qu'en classe, mais j'ai une classe en ce moment un peu difficile, d'accord? Et on a beaucoup, beaucoup de mal à faire de la Gemara. Alors un jour, j'ai décidé d'amener un livre que vous devez connaître tous, sinon il faut l'acheter, de Rav Aryeh Kaplan, qui s'appelle Si vous étiez Dieu. Le nom est assez choquant, et pourtant c'est un livre très très intéressant, dans lequel il vous explique que si vous étiez Dieu, alors vous devrez imaginer que vous êtes à la place de Dieu, vous devez occuper des gens, de leurs machins, sans trop les influencer, ils vous mettent à la place de Dieu, et vous voyez que Béhémet, vous êtes de loin, pas, d'accord? Vous ne pourrez pas prendre ce poste. Mais Béhémet, c'est un livre qui est très très intéressant, je vous conseille vraiment de le lire. On l'a lu avec eux, et c'était incroyable, les gars ils voulaient le lire plus rapidement, ils voulaient le finir, ils me disent, croyez que c'est photocopie jusqu'à la page 12, on veut lire encore la suite. Ils étaient très 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 intéressés. Alors pour moi, c'était des élèves qui, si on n'arrive pas à faire la Gemara ensemble, et la Gemara comme moi je la fais dans ce genre de classe, et la Gemara, pas pour les nuls, d'accord? Alors je me suis dit, comment ils vont rentrer dans... Eh bien, ça les a hyper intéressés. Là, ça, savoir que quand on parle de soi, de quoi on parle, est-ce que c'est le corps ou c'est l'âme? Est-ce que l'âme, quand elle naît déjà adulte, ou elle naît encore enfant comme un bébé? Hein, les questions que je vois que vous... C'est pas simple, d'accord? Quand on se monte du doigt, on se pointe le torse, mais il dit peut-être que c'est toi le corps c'est toi, c'est quoi? C'est ta mémoire, c'est ton vécu? Plein de questions complètement existentielles, et les enfants ont adoré, je les appelle enfants. Les petits jeunes, ils ont vraiment aimé. Pourquoi? Parce que tout d'un coup on pose des questions existentielles, et effectivement, tu vois qu'ils passent de cet âge enfant jusqu'à l'âge adulte, et tu respectes leurs réflexions. Il y a aussi autre chose chez le jeune, c'est qu'ils sont tout d'un coup au courant que la mort existe. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas que ça existait, ce truc-là, en général, dans les noms. Et tout d'un coup, ils entendent que quelqu'un qu'ils ont connu est niftar. Tout d'un coup, ils entendent que quelqu'un de proche dans la famille, des fois un grand-père, une grand-mère, ou même quelqu'un de... Il dit, mais lui, il est niftar, et tout. C'est-à-dire quoi qu'on est niftar, ça commence à les intriguer. Vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent des fois des chansons de déprime totale. Ouais, vous entendez leurs chansons, c'est de la déprime. Mais comment ils écoutent ces genres de trucs? Rien que tu entends le titre, tu pleures. Et quand tu entends ça, parce que la mort, les intrigue. C'est un âge où tout d'un coup, ils découvrent cette chose-là,
qu'on n'est pas éternel. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors c'est bien de s'asseoir avec eux et discuter de ça. N'hésitez pas à discuter des sujets qui les intriguent. Si la mort les intrigue, il faut s'asseoir et lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Quand quelqu'un n'a pas un bras, il vit? Oui. Quand il n'a pas de main, un truc, ok. Et quand il n'a pas de corps, elle va où cette vie? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Alors ils ont réfléchi, elle va où? Est-ce qu'il y a une neshama? Il y a une vie après? Quoi, il y a une vie avant? Il y a quelque chose? Ils ont réfléchi un peu tous à ce sujet. Même si toi tu n'as pas toutes les réponses, pas grave. Tu t'assois avec lui, tu réfléchis. La mère, ben maître. La mère avec sa fille, le rapport est tellement important entre la mère et sa fille dans ce genre de discussion, et des fois c'est pas d'après ce genre de discussion, même dans la façon d'aborder le mariage plus tard, un peu tous les changements hormonaux qu'elle peut subir, toutes ces choses-là, c'est tellement important qu'elle ait un échange avec les parents et de s'asseoir et discuter avec eux, même si après le lendemain il est grinché, il fait la tête, pas grave, puisque lui dans sa tête il se rappelle que la veille tu t'es assis avec lui et tu t'es intéressé à son problème. C'est tellement important, ça, Bémet, ce jeu-là. Moi, je le vois beaucoup, encore une fois, à l'école, j'en parle parce que Bémet, c'est là-bas que je vis avec le lycée depuis 7-8 ans. Et tu vois que s'ils voient ces deux choses-là, que eux, ils font la tête, mais à un moment, quand ils ont besoin de toi, ils peuvent te trouver, et tu t'assois et tu les prends au sérieux, et tu discutes avec eux comme il faut des sujets qui les dérangent, alors ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Mais alors, on peut discuter, tu me comprends alors? Oui, je te comprends. Et tu sais ce que je vis alors. Tu m'en veux pas parce que hier je t'ai fait la tête et j'ai. Non. Tu as des élèves, des fois, mais tu t'en sors pas avec eux. Et à la fin, tu es obligé de. Ça se termine mal en classe, ils claquent la porte, machin et tout. Moi, je les retrouve après à la récré. Je fais, ça va mieux. Il comprend pas, mais on est fâché que tu me parles bien maintenant gentiment. Et ça le dérange. Je lui fais, t'as mangé quelque chose ce matin? Sinon, j'ai des gâteaux en plus. Mais il est fou, on vient se disputer, je viens de claquer la porte, il est tout sympa. Ça les perturbe. Et à la maison, c'est encore plus. S'il voit qu'il y a eu un conflit, parce qu'il n'a pas fait sa chambre, qu'il a hurlé dessus, parce qu'il il est resté trop tard au téléphone, il a eu une mauvaise note, tu as le droit de crier, de lui montrer que tu en as affaire de sa réussite. Et que ça t'intéresse, sa réussite à lui, pas la tienne, elle t'intéresse. Alors s'il sent ça, et après, il sent aussi qu'il y a des moments où vous pouvez faire la paix ensemble, et pas la paix, vous discutez normalement, parce qu'en fait, la veille, le conflit, c'était dans son intérêt. Alors il y a une confiance qui se construit entre vous et vous allez être, vous, sa référence. Il ne va pas être obligé de chercher une référence ailleurs. Parce que quand il sent qu'à la maison, c'est le balagan, alors s'il doit aller chercher une référence ailleurs, et c'est là où quand il fait des emprunts à l'extérieur, c'est là où c'est un peu la catastrophe. C'est parce que ça va être à l'extérieur qui va être sa référence, et après c'est ça que... Et encore une fois, d'avoir des conflits sur certaines choses qui ne sont pas tellement importants, mais uniquement parce qu'il a désobéi, il faut vraiment essayer de vérifier ce que c'est tellement indispensable. Parce que des fois, il peut y avoir un conflit comme ça qui mène nulle part, et c'était uniquement à cause d'une parole que toi tu l'avais dit de pas faire ou de faire et qu'il l'a pas fait. C'est pas évident que tout le temps, c'est important d'appuyer là-dessus. Sur les grandes lignes, sur les grands sujets, là il faut pas laisser tomber, et il faut vraiment être là et montrer une certaine rigueur. Mais il y a des fois des choses où c'est uniquement parce que toi, c'est pas mon cavote, comment il n'a pas écouté, c'est pas si important. Il faut vraiment vérifier dans les conflits, dans ce genre de moments, s'il est en crise et tout ça, est-ce que c'est vraiment tellement important ou pas? Et encore une fois, dernière chose qu'on va devoir, qui est une évidence, mais il faut en parler, c'est l'amour qu'on doit donner à ses enfants à ce moment-là. C'est en train de vivre un moment tellement difficile. Plus on leur donne de l'amour et plus ils sentent qu'ils sont accompagnés et ils sont soutenus dans cette crise-là où ils sont perdus. Les mettre dans laquelle ils sont perdus. Tout à l'heure, je vous parlais de la mort. Vous savez que j'avais lu un truc et j'avais entendu que il dit là-bas que le fait qu'il y ait tellement de suicides chez les jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris exactement la mort. Ce que c'est que la mort. Ils ne comprennent pas qu'un suicide, c'est irréversible. C'est fou, mais c'est comme ça. Pour eux, le suicide, c'est une solution pour en finir avec un problème. D'accord? J'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui, suite à un conflit avec une copine, et un petit mini-conflit où sa mère n'a pas compris, et sa mère elle a donné raison à la copine. Ça, c'était la folie pour elle, c'était d'accord. Alors, elle a fait une tentative de suicide. Et c'est complètement faux, parce que on ne se suicide pas, enfin, je ne vous explique pas ça, pas à vous, hein, qu'on ne doit pas se suicider pour un conflit avec une copine. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais je veux dire, comment elle en est arrivée à cette solution incroyable? C'est parce que pour eux, ils croient que c'est pas la mort, ça va, ça peut être une solution, et c'est un passage.
Parce qu'ils n'ont pas encore cette compréhension. Encore une fois, on disait, le fait de donner de l'amour à son enfant, et même s'il ne veut pas, en fait, il veut. Lui, il montre une façon d'être adulte, en essayant de fuir cet amour, mais en vrai, il en a besoin. Et c'est des fois, ce genre de réaction, c'est un appel. C'est un appel à de l'amour. Ce genre de réaction, c'est un appel. Des fois, vous entendez un jeune, il parle d'un coup très fort dans la rue. Bakar, après tu cries comme ça. Bien, tu entends une fille. Et elle rigole très, 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 très fort. Quelle est la tellement grande blague qui peut te faire rigoler tellement fort? Makara, qu'est-ce qui se passe? Elle veut exister. Donc si toi, avec de l'amour, tu lui montres que tu l'aimes et qu'elle existe, et dans cette maison, on est tous égaux et tous pas, alors ça évite ce genre de conflit et ça peut calmer la crise, et la crise, elle peut passer beaucoup plus facilement. Voilà à peu près ce qu'on peut essayer de voir par rapport à cet âge-là, et comment essayer de l'aborder d'une manière normale, et essayer de faire un minimum d'erreurs. Des questions?